Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Pierre Dufresne. L'histoire commence le 24 mars 2014 à Golancourt, un petit village situé au nord de l'Oise. Jean-Pierre Dufresne, modeste ouvrier agricole, est découvert dans sa maison, tué de 2 coups de fusil. Crime de rôdeur, règlement de compte, les gendarmes de Compiègne creusent plusieurs pistes sans succès, car aucune ne colle vraiment avec le profil très discret de la victime. Alors, pourquoi a-t-on voulu la mort de ce célibataire sans histoire ? La réponse sur fond d'escroquerie et d'anciens meurtres non résolus dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Forces de l'ordre veulent à tout prix élucider un meurtre d'une extrême violence. Leur priorité, retrouver l'arme du crime, un fusil de chasse. Un crime qui sème la psychose dans toute la région. Malgré leur détermination, les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils sont loin d'avoir percé tous les mystères de cette terrifiante histoire. Tout commence quelques mois plus tôt à Golancourt, dans le département de l'Oise. Cette petite localité de Picardie compte à peine 300 habitants. C'est un secteur qui est très très rural, qui est entouré de champs. Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. Les gens qui habitent sont essentiellement des agriculteurs. C'est vraiment le petit village, on n'a aucune raison de s'y arrêter, c'est vraiment un village où on ne fait que passer. Virginie Salvetti, journaliste. Il y a peu d'habitants, où tout le monde se connaît. C'est ici que Jean-Pierre Dufresne vit depuis toujours. Cet ouvrier agricole, âgé de 52 ans, fait en quelque sorte partie du paysage. C'est vraiment le gaillard de la campagne. C'est une espèce de gros nounours, bien bâti, solide. Quelqu'un qui est décrit comme un homme adorable, un peu têtu, courageux, travailleur et plutôt sympa. Depuis l'âge de 14 ans, Jean-Pierre Dufresne travaille à la ferme de Bonneuil, près de Golancourt, une exploitation agricole qui appartient depuis plusieurs générations à la famille Vanham. Il voulait plus aller à l'école, donc on l'a pris comme ça, comme manœuvre, quoi, comme apprenti. Jacques Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il faisait tous les travaux, parce que nous, on fait la pomme de terre, tout ça, il y a quand même des travaux pratiques. On lui demandait de faire une tranchée d'un point à un point B. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il faisait la tranchée du point A au point B sans s'arrêter, il n'y a pas de souci. Et lui, il le faisait sans rechigner, c'était une force de la nature. Jean-Pierre Dufresne n'a ni femme ni enfant. Il habite seul, en célibataire, dans cette maison située à la sortie de Golancourt. Une existence tranquille, essentiellement rythmée par son travail à la ferme, jusqu'au 23 mars 2014. Ce jour-là, c'est un dimanche d'élection municipale à Golancourt. Un scrutin que Jean-Pierre ne manquerait pour rien au monde. Jean-Pierre Dufresne, lui, il n'a pas beaucoup d'activités, mais il a quelques petites habitudes. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Donc quand c'est les élections, notamment, lui, il n'oublie pas, il s'habille, il va voter, c'est sa petite tradition, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il allait à la mairie, en scooter, voter, faire son devoir civique. Sauf que ce jour-là, lui qui a toujours l'habitude de le faire, ne se présente pas au bureau de vote. Et ça, les gens le remarquent. Peut-être un petit coup de fatigue ou un état grippal, ça peut arriver comme à tout le monde. Bon, il y a personne qui s'inquiète de ne pas l'avoir vu ce jour-là. Ce n'est que le lendemain matin,
lundi 24 mars 2014, que tout s'accélère. Il est alors 8 heures du matin à Golancourt. Le 24 mars, Jacques Vanham, qui est le patron de Jean-Pierre, doit aller à des obsèques. Donc lui, il veut prévenir Jean-Pierre que c'est pas la peine de venir à l'exploitation, il n'y a pas de travail pour lui ce matin-là, il n'y aura personne. Donc je rentre dans sa petite cour, je frappe, pas de réponse. En général, il répondait. Il remarque quand même que la petite baguette de pain qui est livrée tous les matins, elle est encore là, ce qui semble signifier que Jean-Pierre ne s'est pas levé. En tout cas, il n'est pas sorti prendre son pain. L'ouvrier agricole a pour habitude de se lever avant les premières lueurs du jour. Jean-Pierre Dufresne serait-il souffrant? Pour son employeur, en tout cas, voilà qui ne lui ressemble pas du tout. À cet instant, Jacques Vanham est très loin d'imaginer ce qui l'attend derrière la porte d'entrée. Je refrappe, ça n'ouvre pas. Donc je pousse la porte. Il était juste dans l'entrée, allongé, les pieds vers la porte et la tête vers sa cuisine. Puis je vois un petit peu de sang sur son pull. Jean-Pierre. Donc je le vois. Voilà. Sur la poitrine de Jean-Pierre Dufresne, une énorme tache de sang. Jacques Vanham tente bien de porter secours à son employé. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui. Jacques Vanham réalise tout de suite que Jean-Pierre Dufresne est décédé. Alors c'est la panique. C'est un coup terrible, il n'en croit pas ses yeux, il est choqué. Malgré son état de choc, Jacques Vanham parvient à donner l'alerte. Et quelques minutes plus tard, les hommes de la gendarmerie sont sur les lieux. Fusil de chasse. Première hypothèse envisagée, celle du suicide. Et si la solitude avait trop pesé sur cet ouvrier agricole de 52 ans? Mais dans ce cas, un fusil de chasse devrait se trouver à proximité du corps. Les premières investigations permettent de constater que l'arme a disparu, il n'y a pas d'arme sur place. En revanche, en retournant la victime, il découvre qu'il y a également un impact dans le dos. Donc il a 2 impacts de balles, un à l'avant, côté gauche, donc au cœur, et une balle dans le dos. 2 balles tirées dans le corps et cette arme qui a disparu. Alors que la piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute, les forces de l'ordre préviennent la seule famille de la victime. La seule famille de la victime, c'est-à-dire Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, et Lauriane, sa nièce d'à peine 14 ans. Elles vivent à quelques kilomètres de Golancourt. C'est mon père qui m'a appelé. C'est mon père qui me dit, je t'appelle, Jean-Pierre est mort. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Si vous voulez, moi je pensais qu'il avait eu un accident avec son booster. Et en fait, il me dit, non, il a été assassiné. Quand c'est comme ça, on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Je me dis, c'est pas possible. Quand on m'a dit, ton oncle il a été retrouvé assassiné. On était vraiment stupéfaits. On a eu du mal à réaliser, quoi. Oui, c'est pas possible, c'est irréaliste, quoi. À Golancourt, Jean-Pierre était très estimé, parce que c'était un personnage. Jacques Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Puis un assassinat, c'est incroyable, quoi. Donc ça interpelle tout le monde, voilà. Pour les enquêteurs aussi, les questions se bousculent. Que dissimule ce meurtre d'une extrême violence? Où pourrait bien se trouver ce fusil de chasse qui serait l'arme du crime?
les villageois voient des techniciens de l'identité criminelle. Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. Et c'est complètement inhabituel. Dans un village de 400 habitants, c'est quand même incroyable. Donc vraiment, tout change, le décor change. Virginie Salvetti, journaliste. Soudain, on se croirait dans un film, un polar. Les gendarmes sont partout. Un ouvrier agricole retrouvé abattu chez lui. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Difficile pour la population d'admettre qu'un meurtre d'une telle violence se soit déroulé ici, dans ce village d'ordinaire si tranquille. Un crime à Golincourt, ça n'a jamais existé. Tout le monde ferme la porte à clé le soir. On se demande s'il n'y a pas un rôdeur, un assassin ne traînerait pas pour venir tuer les habitants du village, peut-être un tueur en série même. Je fermais tout de suite, je me dis, mais ça va s'arrêter là ou ça va continuer, il y aura d'autres victimes. Et c'est pour ça que oui, il y a eu un moment où je voulais plus rester là à mon appartement. Pour les besoins de l'enquête, la maison du crime va demeurer vide et abandonnée, car il faudra longtemps aux gendarmes avant de trouver une réponse à la psychose qui s'installe. Brigade de recherche de Compiègne, 48 heures après la découverte du corps. L'autopsie confirme que Jean-Pierre Dufresne a bien été abattu de 2 balles, du gros calibre, tiré presque à bout portant. L'examen du corps montre qu'il y a un coup de fusil qui a été tiré au niveau du cœur et un coup de fusil dans le dos. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Donc l'arme, ce serait un fusil de chasse de calibre 16. C'est fait pour tirer sur du gros gibier, à très courte portée en tout cas, pour la victime c'est imparable. Entre cet homme sans histoire et ce meurtre qui ressemble à un règlement de compte où il a été abattu comme un chien avec une arme de chasse, personne ne voit de lien et ne comprend ce qui a bien pu se passer. Une seule certitude à ce stade pour les gendarmes, le ou les meurtriers n'ont laissé aucune chance à la victime. La première question que se posent les enquêteurs et même les voisins, enfin se dire, est-ce qu'il a été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné ? Jean-Pierre Dufresne a-t-il ouvert la porte à un rôdeur, un cambrioleur ? Je me suis dit, ils ont peut-être repéré la maison, peut-être repéré qu'il était seul. Sa maison étant isolée, il peut y avoir quelqu'un qui s'est arrêté et puis s'en est pris à lui. Reste qu'en examinant les lieux, les gendarmes ne relèvent aucune trace d'effraction. Et, plus étonnant encore, aucun objet ne semble manquer dans la maison. Les premiers éléments montrent en tout cas qu'on n'est a priori pas sur un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien n'a disparu, tout est à sa place. Dans cette maison où d'ailleurs il n'y a rien vraiment à voler, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas d'objets de valeur, rien ne fait penser qu'il y a eu un cambriolage. La thèse du cambriolage mortel s'effondre d'un seul coup. Mais l'autopsie de la victime livre bientôt une nouvelle information aux enquêteurs. Le meurtre aurait eu lieu dans la nuit du 22 au 23, c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche. Et puis, une hypothèse qui est confortée avec l'idée que Jean-Pierre n'est pas allé voter le dimanche. Donc vraisemblablement, le crime a eu lieu le samedi soir. Le samedi 22 mars, en fin de journée. C'est donc là que tout se serait joué. Plusieurs habitants de Golincourt sont de nouveau questionnés à propos de cette fameuse soirée. Pour savoir ce qu'ils ont vu ou entendu. Et c'est étonnant, un fusil de chasse, la déflagration, ça fait quand même du bruit.
Et puis donc, même si cette maison est un peu à l'extrémité du village, il y a quand même des voisins aux alentours. Personne n'a entendu de coup de feu. Si 2 coups de feu ont été tirés chez Jean-Pierre Dufresne, personne n'a entendu. Le voisinage paraît si catégorique que les gendarmes s'interrogent. Ils décident alors de passer toute la scène de crime au Blue Star, ce produit chimique qui révèle les traces de sang, même les plus infimes. Et très vite, c'est la stupéfaction. C'est qu'il n'y a aucune projection de traces de sang sur les murs. Or, un tir avec une arme telle que le fusil de chasse provoque indéniablement des projections. Il devrait y avoir des traces dans cette entrée. Ils ne trouvent pas non plus de poudre ou en tout cas d'éléments qui permettraient scientifiquement de pouvoir dire qu'on a tiré des coups de feu à cet endroit-là, là où il a été tué. Les enquêteurs se disent non, il n'a pas été tué là, le corps a été déplacé. C'est vraiment une piste qui les interpelle. Un villageois tué par balle, mais dont le corps aurait été transporté jusqu'à son domicile. Rien de très rassurant pour la population locale. Donc là, on attend, on est dans l'expectative. S'il y a enquête, il y a enquête, et qui dit enquête, il va y avoir arrestation. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Et après l'arrestation, mise en prison, ça paraît la suite logique, quoi. Enquête, et puis la maison fermée, sous scellée. Jacques Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Rien ne se passe. Voilà, ça dure. Plusieurs semaines s'écoulent et toujours rien. Pas l'ombre d'une piste. Le meurtre de Jean-Pierre Dufresne continue pourtant de hanter les siens. Ça n'a pas été facile, ouais. Ça a été un long moment. Ça n'a pas été vraiment facile. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. Surtout pour ma mère, ça a été très dur. Disons que une fois que les obsèques sont passées, après j'ai été plus dans la vengeance, envie de me venger. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. J'étais plus du tout dans le même état d'esprit. Je me dis, il faut vraiment que je trouve, avec la justice et moi en parallèle. Alors, qui est vraiment Jean-Pierre Dufresne? Sa vie discrète d'ouvrier agricole cacherait-elle des secrets? Pour le savoir, les enquêteurs fouillent dans son passé. Il vivait à Golancourt, auprès d'Alice, sa grand-mère. Sa grand-mère lui a fait son éducation un peu comme elle pouvait. Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Pierre s'est occupé de sa grand-mère. Virginie Salvetti, journaliste. Exclusivement. Il lui a voué tout son temps, tout son amour. Il aimait vraiment fort, et on sentait qu'il avait vraiment qu'une seule obsession dans sa vie, c'était le boulot, et s'occuper de sa grand-mère en rentrant, quoi. Mais en 2004, soit 10 ans avant le crime, Alice, sa grand-mère adorée, s'éteint. Une perte qui laisse son petit-fils inconsolable. Jean-Pierre Dufresne est bouleversé. Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. C'est vraiment une grande fracture dans son existence. Je l'ai vu pleurer puisque c'est ma grand-mère qui l'avait élevé, donc pour lui, ma grand-mère, c'était sa mère. Il s'occupait d'elle tous les jours. Elle a vraiment été heureuse avec lui, quoi. Je dirais, on peut l'admirer, quoi. Il lui a rendu ce qu'elle lui a donné, quoi. En affinant leurs recherches, les gendarmes mettent à jour une information capitale. Ils comprennent qu'en réalité, depuis la mort de sa grand-mère, Jean-Pierre avait de l'argent devant lui. Et même un patrimoine immobilier. Alors, chose étonnante, donc Jean-Pierre Dufresne, qui est ouvrier agricole, simple ouvrier agricole, a malgré tout réussi à cumuler un petit pécule. Il avait hérité de sa grand-mère, il avait entre 100 et 150 000 euros. Il avait cette maison dont il était propriétaire.
Donc les gens disent oui, on en a peut-être voulu à son argent. C'est vraiment ce qui alimente les conversations dans le village de Gaulancourt. Jean-Pierre Dufresne disposait donc de confortables économies. Et ce, malgré son train de vie, en apparence très modeste. Aurait-il pu attiser certaines convoitises au point d'être assassiné ? C'est désormais le scénario privilégié. D'autant qu'en poursuivant leur travail sur le terrain, les gendarmes font une découverte déterminante. On enquête aussi auprès du voisinage, on interroge les voisins. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Est-ce qu'ils ont vu des choses inhabituelles les jours, les semaines qui précèdent le crime ? Et ils savent, de par les témoignages des voisins et des habitants, qu'il y avait un manège de voitures devant sa maison. Des témoins viennent leur dire que depuis quelque temps, une bande de gugus, entre guillemets, c'est l'expression qui a été employée, vient régulièrement chez Jean-Pierre Dufresne. On voit une BM. Il y a une BM qui revient souvent dans les témoignages et c'est complètement inhabituel. Les enquêteurs l'ont bien compris, Jean-Pierre Dufresne ne recevait quasiment jamais personne. Mais alors, qui sont ces mystérieux visiteurs ? Et à qui appartient cette BMW aperçue devant chez lui ? Pour en savoir plus, ils interrogent les employeurs de Jean-Pierre. Et ils apprennent que celui-ci avait bien évoqué devant eux l'existence de nouveaux amis. C'était plusieurs semaines avant le crime. Et il s'avère que depuis quelque temps, Jean-Pierre Dufresne, le solitaire, le rustre, avait un petit peu changé. Il sortait. Il a commencé à boire un peu d'alcool, il faisait la fête. Avant, il ne buvait pas du tout l'alcool. Ça lui pesait la solitude quand même au bout d'un certain temps. Jacques Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Donc d'avoir trouvé ces gens-là, ça lui a plu, quoi. Et il paraissait heureux. Voilà. Et il va falloir un certain temps quand même aux enquêteurs pour identifier les fameux gugus qui tournaient autour de la maison de Dufresne. À vrai dire, depuis qu'il fréquentait ces gens, l'ouvrier agricole ne paraissait plus tout à fait le même. Mais en questionnant la famille Vanham, une autre surprise attend les gendarmes. Alors, il nous a parlé d'une jeune fille justement qu'il avait rencontrée par le biais des amis. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Avec qui il souhaitait passer du bon temps. Donc il était vraiment tout sourire, tout heureux, vraiment. Et nous, on était contents pour lui, quoi. C'était un petit peu irréel aussi parce que c'était vraiment pas le genre de Jean-Pierre, de la vie de Jean-Pierre, quoi. On s'est dit que ça allait peut-être être éphémère, et même si c'est une relation de courte durée, ça aurait été enrichissant pour lui, forcément. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Jean-Pierre Dufresne, l'éternel célibataire, entretenait-il vraiment une relation amoureuse ? Dans ce cas, qui est cette jeune femme dont il parlait autour de lui ? Et serait-elle liée à son assassinat ? Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, est réinterrogée. Et elle se souvient justement avoir croisé son frère avec d'autres personnes dans le supermarché où elle travaille. Et tout d'un coup, Géraldine se rappelle qu'à un moment, elle a vu ces gens avec son frère, et notamment une jeune femme. Je l'ai vue venir au Leclerc avec une fille, une brune. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Et puis il m'a dit, Géraldine, il dit, c'est ma copine. J'ai dit, ah bon, Jean-Pierre. Géraldine a de quoi être étonnée. Elle qui n'avait jamais vu son frère aussi entouré, et à plus forte raison, accompagné d'une femme. Or ce jour-là,
Jean-Pierre lui présente cette jeune fille comme sa petite amie. Et je lui dis, ça fait longtemps que tu la connais, que tu les connais. Oh, il me dit oui, je vais chez eux, ils viennent chez moi. Donc elle s'étonnait qu'il ait des nouveaux amis. Virginie Salvetti, journaliste. Et surtout, plus ou moins une petite copine. Mais elle n'avait pas prêté d'importance. C'était quelques jours seulement avant la mort de son frère. Géraldine est même en mesure de leur donner un signalement de cette jeune femme. Les gendarmes n'en espéraient pas tant. Elle m'a pas, si vous voulez, interpellée plus que ça. C'était une fille, elle m'a souri, c'était pas quelqu'un qui avait l'air méchant. Géraldine décrit cette jeune femme comme une jeune femme très jeune, plutôt mignonne, brune, avec un piercing, plutôt femme-enfant que femme fatale. Géraldine se fait plus précise encore. Elle indique que la jeune fille était accompagnée par quelqu'un. Un homme d'une trentaine d'années qui lui a semblé sur le moment se tenir en retrait. Je me suis pas inquiétée par rapport à elle. Par contre, je me serais inquiétée un petit peu plus par rapport au monsieur qui était avec, parce qu'il est resté un petit peu distant. Alors il est assez robuste, voilà. C'est un jeune homme bien portant. C'est quelqu'un qui peut impressionner, qui est assez charismatique. Il a de la présence. Qui sont ces deux jeunes gens aperçus avec la victime? Alors que le mystère demeure autour du crime, voilà enfin pour les gendarmes une première piste. On m'avait donné l'information donc en leur disant que j'avais vu des personnes avec mon frère le dimanche, et comme nous au centre commercial on a des caméras, parce que nous dans le magasin tout est filmé. Donc les enquêteurs veulent en savoir un peu plus. Ils essayent de déterminer qui ils sont. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir la direction du supermarché. Ils saisissent les bandes de la vidéosurveillance pour essayer de mettre un nom sur les visages. Géraldine est de nouveau convoquée à la gendarmerie. C'est là qu'elle apprend que son frère a été vu avec ces mêmes personnes dans un bar de la région. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que Jean-Pierre venait avec un groupe. Souvent, c'était Jean-Pierre qui payait, il commandait des bouteilles de champagne. Alors Jean-Pierre, lui, qui a toujours fait attention à ses sous, qui a réussi à mettre de côté, d'un seul coup, il est un petit peu moins économe. Voilà qui ne ressemble en rien à Jean-Pierre Dufresne. Mais surtout, d'après les clients, il se trouvait bien avec la même jeune fille brune, celle que Géraldine avait croisée au supermarché. Il avait sur les genoux une très jeune femme et qui avait l'air d'entretenir une relation avec lui. Quand même ce que les gens ont observé, ont vu minauder autour de Jean-Pierre. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Lui, le paysan typique, elle, la jeune fille relativement jolie. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette relation. Ça lui paraît bien suspect. Pour la sœur de Jean-Pierre Dufresne, comme pour les enquêteurs, un scénario glaçant commence à se dessiner. Et si ces inconnus en voulaient à son argent? Quant à cette jeune femme, aurait-elle servi tout simplement à le manipuler? Et de là, je me suis dit, ça y est, je me suis pas trompée, ils sont en train de profiter de lui. Bon voilà, il est seul, donc il est vulnérable. C'est quelqu'un qui était naïf, quelqu'un qui était trop gentil. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. Donc pour moi, c'était une proie facile, quoi. Trois mois après le crime, l'enquête paraît s'emballer. Grâce aux vidéosurveillances et aux différents témoignages, dont celui de Géraldine, les gendarmes identifient cette fameuse jeune femme. Elle s'appelle Mélanie. Cette Mélanie-là, qui est la même personne que la sœur a vue au supermarché, qui a été vue dans les bars que tout le monde a décrit.
Les enquêteurs découvrent que cette jeune femme a 19 ans, qu'elle a un enfant de 2 ans, donc elle est maman, très très jeune maman, elle a une scolarité un peu décousue, elle aime sortir. Cette Mélanie habiterait seule avec son enfant en bas âge à quelques kilomètres de Golancourt. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Alors via les réseaux sociaux, les gendarmes tentent d'en savoir plus sur elle. Une fille qui s'habille vraiment comme une jeune, avec voilà, ses cheveux longs, souvent attachés en queue de cheval. Voilà, elle aime plaire, ça je pense que c'est évident. On sent qu'elle n'a pas non plus une très grande stabilité amoureuse. Mélanie, 19 ans, est placée sur écoute téléphonique. Et là, nouvelle surprise pour les enquêteurs, Mélanie semble entretenir une relation sentimentale avec un homme originaire de la région. C'est un jeune homme de 29 ans à l'époque. Il a une société de démolition dans les environs de Golancourt. C'est le beau parleur qui a confiance en lui, qui raconte que lui, dans les affaires, tout va bien, qu'il gagne très bien sa vie. Ce jeune homme s'appelle Anthony. Et contrairement à Mélanie, sa petite amie, Anthony présente un profil qui pourrait bien intéresser l'enquête. Alors Anthony, pourquoi? Anthony a 29 ans, il a déjà un casier. Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. Il a déjà été poursuivi pour des faits d'escroquerie et d'ailleurs, il est sorti de prison il n'y a pas si longtemps. Il est décrit comme étant un menteur, un manipulateur. Les gendarmes devinent que c'est lui qui tient un peu les ficelles de cette petite bande. En tout cas, les témoins sont formels. C'est bien cet Anthony qu'ils ont vu plusieurs fois en compagnie de Mélanie et surtout de Jean-Pierre Dufresne. Des personnes que la victime ne fréquentait que depuis quelques semaines. C'était des gens qui l'ont contacté, éventuellement pour installer une caravane chez lui, sur son terrain. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il s'est senti en confiance pour passer des bons moments. Non seulement ils sortent ensemble, mais en plus ils passent des soirées chez lui. Lui s'installe même un petit peu. Une nouvelle vie pour l'ouvrier agricole, chez qui ce petit groupe a très vite élu domicile. En particulier, la jeune Mélanie, son enfant de 2 ans, Anthony et plusieurs de leurs amis. Le week-end, c'est chez Jean-Pierre Dufresne. Ils ont acheté un poste de radio pour pouvoir mettre de la musique quand ils passent leur soirée là-bas. Jean-Pierre le solitaire se trouve tout à coup envahi par cette bande qui squatte sa maison. Enfin voilà, ils se sont appropriés la maison de Jean-Pierre Dufresne qui lui n'a plus qu'un choix, c'est suivre le mouvement et sans pipe et mot. Ainsi, cette Mélanie et ses curieux amis auraient exercé une véritable emprise sur Jean-Pierre Dufresne. Autant de témoignages qui viennent confirmer les soupçons des gendarmes. Ils ont une jeune fille fragile, malléable, un ouvrier agricole qui a de l'argent, qui est un peu faible d'esprit. Jean-Pierre rêvait de rencontrer quelqu'un. Virginie Salvetti, journaliste. On avait marre de cette solitude. Pour les enquêteurs, elle a pu être un peu l'appât. Et elle a pu être celle qui est venue lui vendre du rêve pour pouvoir gagner la maison et lui faire vider ses comptes pour récupérer ses économies. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis. Jean-Pierre Dufresne est manifestement tombé dans un piège. Mais alors, quel est le rôle exact joué par Mélanie dans cette histoire? Et surtout, pourquoi l'ouvrier agricole a-t-il été assassiné? Pour le savoir, il décide d'identifier tous ceux qui lui rendaient visite. Parmi eux, un deuxième homme, après Anthony, retient leur attention.
Il s'appelle Marc. Alors ce Marc, 59 ans, n'a jamais eu vraiment de travail. Il a l'air d'avoir un sacré caractère. C'est le costaud de la bande. C'est un personnage un peu plus sanguin. C'est un gars qui s'énerver très vite, qui est moins dans la réflexion, plus dans l'action. Peut-être un peu plus inquiétant aussi. Mais surtout, en fouillant dans leurs archives, les enquêteurs font une découverte stupéfiante. Le nom de Marc était déjà cité dans une précédente affaire criminelle. Un meurtre commis dans un bois, près de Golancourt, en 1977. J'en ai entendu parler, ça s'est passé même avant ma naissance, mais dans le coin. Le meurtre est celui d'un certain Daniel Cerruti, un jeune homme de 22 ans. Un jeune qui avait été sauvagement assassiné dans ce bois. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Et que malheureusement, qu'on n'avait jamais eu le nom du coupable. Daniel Cerruti, la victime, avait été abattu dans sa voiture avec une arme à feu. C'était exactement dans le même secteur, mais 37 ans auparavant. 2 balles tirées à l'époque au fusil de chasse calibre 16. Le même que celui utilisé pour abattre Jean-Pierre Dufresne. La victime, Daniel, a été abattue de 2 balles. Une devant, dans la gorge, et une dans le dos, au volant de sa voiture. On ne peut pas s'empêcher de faire ce rapprochement, c'est que tant dans le dossier du bois de Frémiche en 77, tant dans l'affaire du meurtre de Jean-Pierre Dufresne, les 2 fois le nom de Marc apparaît. Pour les gendarmes en charge du dossier Dufresne, c'est évidemment le choc. Dès lors, difficile pour eux de n'y voir qu'une simple coïncidence. Et d'après leurs archives, le crime de 1977 aurait eu pour mobile une rivalité sentimentale. Daniel, la victime, a été vue pour la dernière fois dans un bar avec Marc. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Il y a eu des frictions entre Marc et Daniel. Et après cette altercation, on n'a plus jamais revu Daniel Cerruti, sinon dans sa voiture, mort. Et chose étonnante, c'est qu'il avait une petite amie. Et les gendarmes vont s'apercevoir que cette petite amie était avant la relation de Marc. Les gendarmes, à l'époque, s'étaient demandé si ce Marc ne pouvait pas être l'auteur du crime, qui aurait pu être un crime de jalousie. Un meurtre aux allures de crime passionnel. En cette année 1977, Marc avait même été poursuivi pour homicide volontaire. Pourtant, les enquêteurs de l'époque n'avaient retrouvé ni l'arme du crime, ni aucun indice matériel. Ils ont de fortes présomptions, des témoignages, mais il n'y a pas d'aveu de la part de Marc, pas de preuves scientifiques. Donc Marc, il explique qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a eu aucune empreinte digitale. Finalement, personne n'a été inquiété dans cette affaire. Marc a bénéficié d'un non-lieu et ce meurtre est resté irrésolu. Depuis lors, Marc est donc considéré comme totalement innocent dans cette affaire. Mais 37 ans plus tard, les gendarmes doivent en avoir le cœur net. Aurait-il quelque chose à voir avec la mort de Jean-Pierre Dufresne ? Donc il se retrouve avec quand même 2 éléments qui coïncident dans les 2 affaires. Il y a la zone géographique qui se passe dans un rayon de moins de 10 km autour de l'habitation de ce Marc. Il y a l'arme du crime, qui dans les 2 cas n'a pas été retrouvée, un fusil de chasse de calibre 16. Toutes ces histoires, le meurtre de 77, Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. les similitudes avec le meurtre de Jean-Pierre Dufresne, c'est un vrai scénario de polar qui se dessine. Un scénario qui, pour le moment, est loin d'avoir livré tous ses secrets.
Novembre 2014. Après des mois d'enquête, les gendarmes décident de passer à l'action. Pour eux, la clé du mystère se trouve parmi ces 3 suspects qui gravitaient autour de la victime. Huit mois après les faits, donc les enquêteurs tapent dans la fourmilière, interpellent Marc, Anthony et Mélanie. Donc la stratégie, c'est de les interroger un à un, séparément, en leur demandant ce qu'ils faisaient notamment la nuit du 22 au 23, la nuit de la mort de Jean-Pierre Dufresne. Marc, Anthony et Mélanie sont donc auditionnés dans des pièces séparées. S'ils ont quelque chose à se reprocher, l'un d'eux finira peut-être par craquer. Première certitude pour les gendarmes, leurs empreintes digitales correspondent bien à celles retrouvées chez Jean-Pierre Dufresne. Mais pour Marc, cela ne prouverait rien. Marc n'est plus à une audition près. Il a déjà été soupçonné et largement auditionné dans l'affaire du meurtre du bois de Frémiche. Il reste droit dans ses bottes et nie avec véhémence. Il explique que c'est pas compliqué à comprendre. Il dit, moi, chez moi, je pouvais plus me laver, j'allais me laver là-bas. J'allais me laver chez lui, donc oui, il y a mes empreintes sur le pommeau de douche, dans la cuisine, il y a mes empreintes partout. Voilà, il conteste du début à la fin avoir joué quelque rôle que ce soit dans la mort de Jean-Pierre. Impossible donc de déstabiliser les 3 suspects avec ces seules empreintes. Et s'agissant de leur emploi du temps, le soir du crime, ils n'auraient rien à cacher. Et chacun va raconter que le samedi du 22 mars, ils étaient tous chez Marc. Virginie Salvetti, journaliste. Et qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, qu'ils n'ont pas vu Jean-Pierre de la soirée. Ça veut dire qu'ils étaient à plusieurs kilomètres de chez Jean-Pierre. Jean-Pierre n'était pas là, bien évidemment. Tous avancent le même alibi. Pourtant, les enquêteurs savent que leurs téléphones portables bornent tous dans des lieux différents. Ils n'étaient donc pas ensemble. Quant à Anthony, le supposé cerveau de la bande, il ne se laisse pas du tout impressionner. Si on demande à Anthony qui a tué Jean-Pierre Dufresne, il dit c'est pas moi, il le dit très clairement. Il dit même c'est pas Marc. Il met hors de cause aussi Marc. Il ne comprend pas, Anthony ne comprend pas pourquoi Marc serait impliqué. Il dit oui, Marc était l'ami de Jean-Pierre Dufresne, tout comme moi. S'il faut trouver un coupable, allez voir ailleurs, c'est pas dans notre bande que vous allez le trouver. Déjà 24 heures d'interrogatoire et toujours aucun aveu, ni le moindre signe de faiblesse parmi les suspects. La stratégie des enquêteurs semble vouée à l'échec. Ils n'ont plus qu'une seule solution, tenter le tout pour le tout. Ils savent qu'ils ont un maillon faible. Le maillon faible, c'est Mélanie, donc ils vont la réinterroger. Mélanie, donc, c'est la jeune femme, la jeune mère de famille. Les gendarmes sentent que c'est elle qui vont pouvoir faire craquer plus facilement s'il y a autre chose à dire. C'est elle qui va parler. Car les gendarmes ont désormais une carte maîtresse entre les mains. Dans la maison de Jean-Pierre, ils ont localisé les empreintes de Mélanie. Mais pas n'importe où. À un endroit pour le moins compromettant. Ils savent que les empreintes de Mélanie, les empreintes digitales de Mélanie, se retrouvent sur la ceinture de Jean-Pierre Dufresne. Ce qui leur permet de mettre la pression sur la jeune femme. Ses propres empreintes ont été découvertes sur la ceinture de la victime. Alors, aurait-elle eu des relations sexuelles avec Jean-Pierre Dufresne ? Confrontée à cet élément troublant, Mélanie paraît vaciller. Sous le feu des questions, elle change totalement d'attitude. La jeune femme reconnaît ne pas avoir dit la vérité. L'histoire d'avoir été tous chez Marc au moment des faits, le fameux samedi soir, c'était faux. Mélanie se met à pleurer devant les enquêteurs et leur explique qu'elle aurait été la victime. Elle aussi dans cette affaire, victime manipulée qui aurait servi d'appât pour charmer Jean-Pierre Dufresne.
Elle dit effectivement avoir servi d'appât pour mettre la main sur le pactole, le cas échéant la maison, peut-être lui faire signer un viager. Une entreprise à caractère crapuleux. C'est précisément ce que les gendarmes suspectaient. D'autant que Mélanie leur raconte, noir sur blanc, comment elle aurait joué l'appât. Et là, Mélanie explique que ce soir-là, Anthony a demandé à Mélanie de faire des choses à Jean-Pierre, qu'elle a effectivement touché la ceinture, mais qu'elle n'a pas pu. Sous la contrainte, elle l'a déboutonné. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Elle a ouvert sa ceinture et elle devait aller plus loin, mais elle aurait refusé. Elle dit juste qu'elle était très attachée à Jean-Pierre, mais pas au point d'avoir une histoire avec lui. La jeune Mélanie est catégorique. Jamais elle n'aurait fait une chose pareille. La stratégie des enquêteurs aurait-elle fonctionné ? D'un côté, il y a Mélanie qui semble décidée à passer aux aveux, mais de l'autre, il y a toujours Marc et Anthony qui maintiennent leur version des faits. Anthony explique qu'il n'est en aucun cas le cerveau de cette bande et qu'il n'y a jamais eu de projet machiavélique autour de Jean-Pierre Dufresne. Mélanie, il dit non, c'est faux, j'ai jamais frappé pour qu'elle fasse des choses avec Jean-Pierre. Il dit ça n'existe pas. Il dit c'était pas cette relation-là qu'on avait avec lui. Jean-Pierre Dufresne, c'est quelqu'un que j'appréciais. C'est donc parole contre parole. Pour les gendarmes, voilà qui n'explique toujours pas pourquoi Jean-Pierre a été abattu au fusil de chasse. Un point sur lequel Mélanie, encore elle, fait une déclaration très inattendue. Mélanie explique que Marc était très jaloux de la relation que Mélanie entretenait avec Jean-Pierre Dufresne. Il avait tendance à s'énerver lorsqu'elle en parlait. Mélanie explique notamment qu'à une soirée, alors qu'ils étaient en train de passer un moment à écouter de la musique, à s'amuser, elle était un peu trop proche de Jean-Pierre. Marc s'est montré assez violent à l'égard de Jean-Pierre et l'a repoussé. S'est même énervé, ne la touche pas, pousse-toi de là. Il avait fait un croche-pied à Jean-Pierre, Jean-Pierre était tombé. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Il avait quand même été assez méchant avec Jean-Pierre, parce que Mélanie parlait à l'oreille de Jean-Pierre. Marc s'en serait donc pris physiquement à la victime peu de temps avant sa mort. Dans l'esprit des enquêteurs, voilà qui change tout. Et si l'argent n'était pas le véritable mobile ? Et si Jean-Pierre avait en réalité été tué par jalousie ? À ce stade de l'enquête, le scénario d'un crime crapuleux s'effondre puisque aucun argent n'est sorti des comptes de Jean-Pierre Dufresne et se dessine plutôt un crime passionnel. On est au cœur d'un triangle d'amoureux. Tout le monde a plus ou moins des vues sur Mélanie. Frédérica Guillaume, journaliste à Oise Hebdo. Alors, il y avait d'abord Jean-Pierre Dufresne, pour qui c'était une première aventure. Anthony, qui est entre parenthèses l'officiel, entre guillemets, l'officiel. Et puis Marc, qui finalement se verrait bien avec la jeune Mélanie aussi. Une tentative d'escroquerie qui vire au crime passionnel. C'est en tout cas l'hypothèse retenue par la justice. Pour l'accusation, Marc aurait à la fois un mobile et le profil pour être le meurtrier de Jean-Pierre Dufresne. Le 26 novembre 2014, Marc et Anthony sont mis en examen pour meurtre et incarcérés. Quant à Mélanie, qui aurait servi d'appât, elle est poursuivie pour complicité, mais laissée libre sous contrôle judiciaire. À Golancourt, c'est un véritable tremblement de terre.
Ça fait froid dans le dos. On se dit que tout ce qui est pu se tramer autour de Jean-Pierre, qui était une bonne personne. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il était quand même un garçon assez naïf malgré tout. Donc il a dû parler à ses malfaiteurs, je dirais. Il a parlé un petit peu de son argent, ça j'en suis sûr. Nicolas Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il en avait, et puis alors là, je pense qu'ils sont intéressés encore plus à lui. Le scénario a l'air vraiment à la Hitchcock, quoi. Qui se soit fait manipuler de la sorte pour un scénario aussi macabre, ça nous a fortement touchés, quoi. Ça nous a fortement peinés. Un scénario terrifiant, mais auquel les 3 suspects se disent totalement étrangers. Reste que pour Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, le supplice continue. Elle qui demeure hantée par la violence de ce meurtre. C'est vrai qu'après, un membre aussi proche de la famille, on n'oublie pas. Mourir dans des conditions comme ça, c'est vrai que non, on n'oublie pas. Je suis encore allée sur la tombe là dimanche, non. C'est pas possible, on se dit c'est injuste. À Golancourt, la colère et l'émotion gagnent les proches de la victime. Mais il leur faut attendre que la justice fasse toute la lumière sur ce crime. Ils font leur travail, il leur faut tellement de preuves, tellement de choses à l'appui pour pouvoir juger quelqu'un. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. C'est tellement dur, mais je souhaite que ce soit jugé assez rapidement. Quand j'ai su qu'il y avait 2 personnes en maison d'arrêt, je me suis dit ça y est, ça va aller vite. Je vivais déjà mieux, je me dis Jean-Pierre va être vengé, voilà, enfin on va savoir. Pourtant, les gendarmes le savent, leur dossier ne repose pour l'essentiel que sur les accusations de Mélanie. Ils n'ont obtenu aucun aveu de Marc ou d'Anthony et ils recherchent toujours l'arme du crime, un fusil de chasse calibre 16. L'accusation a avancé, elle a trouvé des suspects, elle a trouvé un faisceau de présomption, mais ça reste fragile, c'est-à-dire que ça manque d'éléments matériels. Donc si on retrouve enfin ce fusil, peut-être qu'effectivement, là, l'accusation sera beaucoup plus précise et déterminante. Ce fusil, qui est un élément central dans l'enquête, les gendarmes ont essayé de mettre la main dessus. Ils ont notamment fait une perquisition chez Marc. Ils sont venus avec des chiens, ils ont retourné la maison, mais ils ressortiront bredouille. Un fusil de chasse qui reste introuvable. Des preuves qui font cruellement défaut, des investigations qui s'éternisent et surtout des suspects qui clament toujours leur innocence. Fin 2016, ultime rebondissement. Après plus de 2 ans de détention provisoire, Marc et Anthony obtiennent gain de cause. En l'absence du fusil, le dossier s'essouffle. Les avocats vont d'autant plus facilement obtenir cette liberté conditionnelle que, en matière de preuves, d'éléments concrets, les dossiers sont vides. Finalement, les enquêteurs ne peuvent pas dépasser le délai obligatoire de détention. Virginie Salvetti, journaliste. La justice a été obligée de libérer Marc et Anthony, puisqu'ils n'ont pas d'arme du crime, pas de preuves et pas d'aveu. Si Marc et Anthony restent mis en examen, le résultat est là. En 6 ans d'enquête, la justice n'a jamais réussi à lever toutes ces zones d'ombre. Pour Géraldine, qui s'accroche vraiment à la vérité et à la justice, la libération de ces 2 hommes, c'est l'incompréhension totale. Je vous avoue que je me suis sentie mal. Quand j'ai ouvert la lettre et que j'ai vu ça, mais je me dis, mais c'est une blague, c'est pas possible, c'est pas normal. En décembre 2020, nouvelle douche froide pour la famille. Marc, l'auteur présumé du crime, met fin à ses jours. Mais ni son avocat, ni ceux d'Anthony et de Mélanie n'ont souhaité s'exprimer. La vérité s'éloigne un peu plus.
Et une question demeure. Qui a tué Jean-Pierre Dufresne ? Dans cette affaire, il n'y a même pas eu de reconstitution des faits. L'affaire est encore en instruction, mais on en est toujours au même stade. Et Géraldine a pour hantise que cette histoire débouche sur un non-lieu, comme l'affaire de 1977. Avec la justice, on peut s'attendre à tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Oui, c'est mon interrogation. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ma plus grande hantise aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir le nom du coupable et qui ne... Penser pour lui, ça c'est certain. Il méritait mieux. Il aurait pu vivre une petite retraite tranquille. Jacques Vanham, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Quel dommage, quoi. Quel dommage pour lui d'avoir fini sa vie comme ça, aussi bêtement. En ayant une vie, une belle vie, quoi. Pour Géraldine, sa sœur, il n'est pas question de trahir la mémoire de Jean-Pierre. Un frère qu'elle espère pouvoir honorer un jour en obtenant justice. Géraldine, c'est quelqu'un d'assez tenace qui porte même l'affaire à bout de bras et elle est forte, elle est très très forte. Je pense qu'elle ne lâchera rien pour Jean-Pierre. Comme je suis une battante, donc j'ai pour mon frère, et ça j'en ai fait la promesse, j'abandonnerai pas. Je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, surtout dans ce genre d'événement. C'est vrai, et je me suis promis, j'irai jusqu'au bout. Et puis de l'énergie, j'en aurai. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Priscilla González. Priscilla avait 18 ans. Et elle se faisait une joie d'aller au bal des pompiers d'Estagel ce soir du dimanche 7 juillet 2019. Mais vers minuit, l'adolescente disparaît mystérieusement. Le lendemain matin, son corps meurtri est retrouvé dans le cimetière entre deux tombes. Que s'est-il passé? Qui a pu s'en prendre ainsi à cette jeune fille? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Début de l'été 2019 dans un petit village du sud de la France. Il est un peu plus de minuit et des centaines de personnes font la fête au bal des pompiers. Dans une musique assourdissante, tout le monde danse et s'amuse. Partout, c'est la joie et la bonne humeur. Mais cette ambiance insouciante et festive va s'interrompre brutalement. C'est le point de départ d'une affaire criminelle hors norme qui va plonger la région tout entière dans la terreur. L'histoire commence dans le midi de la France, à mi-chemin entre les Pyrénées et le massif des Corbières. Estagel est une commune d'à peine 2000 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. C'est un village traditionnel. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles.
comme on en a dans les Pyrénées-Orientales, avec sa place du village, son église, ses petites ruelles. C'est un village où il fait très chaud en général l'été. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant. Écrasé par le soleil, au milieu des vignes. Avec un petit restaurant, un petit bar, une petite épicerie. Pierre Alfort, avocat de la défense. Le village français typique tel qu'on peut le connaître. C'est ici, en Catalogne française, dans cette maison d'Estagel, que réside la famille González. Depuis le décès de son mari, Sophie González y élève toute seule ses 6 enfants. Mais elle peut toujours compter sur l'aide et le soutien de ses 2 meilleures amies, Isabelle et Rosette. Sophie, c'est le pilier de la maison. Isabelle Aguaviva, amie de la famille González. Et ils ont toujours été en fait très proches les uns des autres. Une maman agréable, maman qui aime ses enfants. Rosette Arassa, amie de la famille González. Qui adore ses enfants. Maman poule. Une famille nombreuse où Priscilla, la 4e de la fratrie, occupe une place à part. Une petite fille qui, malheureusement, voit le jour en 2001 avec de sérieux problèmes de santé, comme le raconte Sophie, sa maman. Elle a commencé à s'apercevoir de son handicap à l'âge de 2 ans, parce que Priscilla ne tenait pas assise, ni elle pouvait marcher, pas de force dans les muscles. D'après le kiné, Priscilla, pour lui, n'aurait jamais marché. Sophie González, mère de Priscilla. C'était une nouvelle assez dure pour nous, et on ne pouvait pas se résigner à ça. Donc moi et son papa, on a donné beaucoup d'amour à Priscilla. Pour Sophie, l'issue de cette maladie n'est pas une fatalité. Elle fait tout ce qui est en son possible pour Priscilla. Danny González, son frère aîné, s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Ma mère, elle a tout fait en sorte qu'elle puisse marcher. Danny González, frère de Priscilla. En la prenant avec elle un torchon pour l'apprendre à marcher. Et au bout de vers 4-5 ans, Priscilla a commencé à faire des petits pas. Le kiné avait vu une amélioration. Ça a été un combat difficile, mais qu'elle a réussi à faire parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle marchait, elle courait. Un grand moment de bonheur et de fierté pour Sophie et pour toute la famille. Même si, parvenue à l'adolescence, Priscilla reste encore une enfant très fragile. Priscilla avait un problème d'élocution aussi, elle bégayait énormément. Et on avait l'habitude de s'occuper d'elle constamment, quoi. On était tous très proches de Priscilla. Priscilla, c'était une enfant très gâtée par ses frères et sœurs, par Sophie, sa maman. C'était des câlins, c'était des mamours. Ils étaient toujours derrière elle. C'est la princesse de ses frères et de ses sœurs et de sa mère. On est une famille très unie. C'était notre rayon de soleil à nous. Au printemps 2019, Priscilla vient d'avoir 18 ans. Et elle mène une vie presque normale d'adolescente. Dans les rues d'Estagel, tout le monde la connaît. C'était un amour. On arrivait, elle nous faisait des bisous. N'importe qui qu'elle croisait dans le village, c'était bonjour. Elle allait aider les petits vieux à porter leurs courses. Tout le monde aimait cet enfant. C'était une petite fille qui avait de la joie de vivre. Ainsi s'écoule la vie insouciante de Priscilla. Une famille des plus aimantes et cette joie de vivre à toute épreuve qui fait le bonheur des siens. Jusqu'à ce début d'été 2019. Ce dimanche 7 juillet, il fait grand soleil et il règne une atmosphère très particulière dans les rues d'Estagel. Sophie González, la mère de famille, n'est pas là. Elle est partie à Perpignan pour le week-end chez une amie.
Mes enfants m'ont appelé en me disant que c'était le bal des pompiers ce soir-là. S'ils pouvaient prendre Priscilla et aller au bal des pompiers avec Priscilla. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, tout ça, et que de faire très attention à Priscilla. On était contents, on était heureux. On allait passer un moment en famille à la fête du village. Tout le monde attend avec impatience ces fêtes-là. Le bal des pompiers, c'est la première festivité du village l'été. Il n'y a pas que les gens du village qui vont au bal des pompiers d'Estagel, il y a également les touristes qui sont là. Donc c'est une fête qui réunit l'ensemble des habitants du village, les jeunes comme les moins jeunes. Il est environ 22 heures lorsque Priscilla et ses frères et sœurs se rendent au bal des pompiers, dans le centre d'Estagel. Il y a des manèges et des familles partout. Les enfants jouent dans les ruelles du village qui sont très animées. La fête bat son plein, on s'amuse, on rigole. Priscilla, elle danse avec nous, elle danse avec ses amis. On lui demande chaque fois tous les 15 minutes de venir nous voir, nous dire que tout va bien et tout ça. Nous, on jette un œil pour voir si on la voit au loin, ça. Avant la fin du bal, elle vient me voir une demi-heure avant pour me dire que tout va bien et tout ça. Après, elle retourne avec ses copains et copines qui étaient à côté. Et moi, j'étais en train de danser. Il est un peu plus de minuit en ce dimanche soir de juillet. Dany Gonzalez ne le sait pas encore, mais dans quelques minutes, c'est toute son existence et celle de sa famille qui vont basculer dans l'horreur. Quand le bal s'est terminé, elle n'était plus là. Elle n'était plus sur la place du village, on n'était plus sur la zone du bal. Immédiatement, son grand frère commence à la chercher. Voilà quelques minutes, elle était encore là, parmi la foule venue à la fête. Alors, où est-elle passée ? On cherche aux alentours du bal si on la voit la voit pas. On rentre à la maison pour voir si elle était rentrée ou pas pour cas où. Et c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas à la maison, on ne sait plus où elle est. Et là, l'inquiétude commence à monter, comme elle peut monter pour n'importe quelle personne, mais encore plus pour Priscilla, que l'on sait fragile. Pour ses proches, il y a forcément une explication. Serait-elle passée chez quelqu'un ? Pour Sophie, la maman de Priscilla, c'est le choc. Tout son monde s'écroule. Alors, elle prend immédiatement la route en direction d'Estagel. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, la gendarmerie locale est déjà là. Je leur explique que Priscilla est handicapée. Du coup, ils se mettent à chercher aussi. Ils cherchent dans le village, ils commencent à interroger des gens, notamment le bal des pompiers qui se termine, en demandant si quelqu'un l'aurait aperçu. Personne n'est capable à ce moment-là de dire où elle a pu aller et dans quelle direction elle a pu partir. Priscilla s'est littéralement volatilisée. Pour sa famille et surtout pour sa mère, Sophie, c'est une nuit interminable. Et il y a un scénario qu'ils redoutent tous, l'enlèvement. Elle est très vulnérable, c'est que vous pouvez lui dire viens à la maison, j'ai ça pour toi, et elle va venir. Elle se méfie pas du tout. Elle est très innocente, donc c'est pour ça qu'on était inquiets, très inquiets. J'avais du mal à y croire. Pour moi, je disais non, elle va rentrer. Elle va rentrer et ça va s'arrêter. Estagel, lundi 8 juillet 2019. Le jour vient de se lever sur les Pyrénées-Orientales et toujours aucune trace de Priscilla. Ce dimanche matin, Bruno Soquet ne l'a pas oublié. Ce gendarme très expérimenté travaille au sein de la section de recherche de Montpellier. Et c'est lui qui est désigné chef d'enquête. L'affaire n'est pas du tout anodine. Pourquoi ? Parce que cette disparition est particulièrement inquiétante. Pourquoi ? Parce que la victime, c'est une toute jeune majeure de 18 ans. Bruno Soquet,
major de gendarmerie et directeur d'enquête. Mais elle souffre d'un retard neurologique, donc on a une personne qui est hors norme. Donc on met des moyens hors norme. Une fois sur les lieux, le major Bruno Soquet et ses hommes découvrent que l'ambiance est très lourde dans le village. Les habitants ne parlent plus que de la disparition de l'adolescente. Forcément, là, tout le monde s'inquiète parce que finalement, elle s'est pas perdue. Thierry Laporte, adjudant-chef de gendarmerie à la SR de Montpellier. Elle s'est pas égarée, peut-être qu'il lui arrivait quelque chose de plus grave, donc c'est l'angoisse dans le village. Très rapidement, et c'est l'une des caractéristiques de ces petits villages, c'est que tout le monde se sent solidaire et tout le monde cherche Priscilla. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles. Il faut retrouver Priscilla, ça devient maintenant une urgence absolue. En l'espace de quelques heures, la petite localité catalane n'offre plus du tout le même visage que la veille au soir. Tout le monde est inquiet, ça prend une ampleur pas possible. Ça vient noircir totalement le bal des pompiers, le côté festif du village. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant. De suite, on passe de la fête à l'enfer, en fait, parce qu'une gamine a disparu au bal des pompiers. Tout le monde cherche, tout le monde aide à chercher, mais on ne trouve pas Priscilla. Tandis que les recherches reprennent de plus belle dans le village, c'est à 9h55 précisément que tout s'accélère. Comme chaque semaine, un habitant d'Estagel se rend au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son épouse. Mais alors qu'il avance dans une des allées, à quelques mètres de l'entrée, il marque un temps d'arrêt. Il découvre une scène d'horreur, une scène dantesque, une scène inimaginable d'une jeune fille égorgée à semi-dévêtue. Cet homme est effrayé, totalement effrayé. Il ne s'attendait surtout pas à trouver ça dans ce cimetière. Et il prévient les gendarmeries immédiatement. En disant « Vite, vite, venez, j'ai découvert le corps d'une jeune fille entre les tombes du cimetière. » Les gendarmes alertés se rendent immédiatement au cimetière. On est quand même dans un lieu atypique, on est dans un cimetière. C'était la première fois que je faisais un homicide au sein même d'un cimetière. En l'espace de quelques minutes, les enquêteurs gèlent l'ensemble du périmètre et ils commencent l'examen de la scène de crime. Le corps de la victime est allongé à l'abri des regards derrière une pierre tombale. La victime baigne dans son sang. Elle présente des plaies au niveau du cou. Il y en a 6 au total, 4 qui sont tranchantes et 2 qui sont perforantes. Elle est dénudée sur sa partie basse. Elle a une brassière qui est relevée mais qu'elle porte toujours. Le pantalon donc est manquant, ses chaussures sont manquantes. Donc on se pose la question si c'est pas l'objet d'un pervers sexuel, forcément. On est sur une jeune fille qui est morte dans des conditions d'une violence extrême, dans un cimetière. Si ce n'était pas la réalité, ça pourrait faire l'objet d'un scénario de film d'horreur. Ce meurtre est d'une sauvagerie inouïe. La gendarmerie redouble d'efforts et poursuit son ratissage entre les tombes à la recherche du moindre indice. On va découvrir à une vingtaine de mètres du corps, dissimulé dans une haie, on va découvrir le pantalon et les chaussures. Une découverte capitale, car ces vêtements correspondent à ceux décrits par la famille de Priscilla au moment de sa disparition. Dès lors, il n'y a plus le moindre doute. C'est bien l'adolescente qui a été sauvagement tuée. On l'a cherché partout, mais sauf dans le cimetière, qui est en fait à 2 pas de chez elle. Parce que personne n'a pensé à aller chercher dans le cimetière. Donc forcément, on se pose la question si le lieu a été choisi, est-ce que c'est une mise en scène? On se pose la question si ça n'a pas une importance pour l'auteur. Alors que les questions se bousculent du côté des enquêteurs, le plus terrible reste à venir. Annoncer la nouvelle à Sophie, sa maman,
ainsi qu'à tous ses frères et sœurs. J'ai 2 gendarmes qui arrivent à la maison, qui me disent « Madame Gonzalez, est-ce qu'on peut vous parler en particulier ?» Sophie Gonzalez, mère de Priscilla. Je les voyais me regarder un peu attristés et je leur dis vous avez retrouvé ma fille? Il me dit il me fait comme ça et au moment où je lui dis vous m'annoncez pas une mauvaise nouvelle au moins, je me rappellerai comme si c'était hier, et il me dit si Priscilla, on a retrouvé Priscilla, elle est décédée, on l'a retrouvée dans le cimetière. Donc du coup là je m'écroule. Je crois même que j'ai même pleuré dans les bras du gendarme. Et là, ça a été affreux. Danny Gonzalez, frère de Priscilla. Avoir ma famille comme ça, c'était dur. Tout le monde pleure, tout le monde, on est perdu. On est complètement anéanti, perdu, et on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Un crime épouvantable, une famille totalement dévastée. L'annonce de la mort de Priscilla, l'enfant du village, se répand partout comme une traînée de poudre. On a pris un choc. Moi, personnellement, j'étais très chagrinée. Isabelle Aguaviva, amie de la famille Gonzalez. J'essayais de consoler ma copine. J'ai consolé ses enfants. Enfin, c'était horrible, horrible. Vous avez la maman dans la tristesse, les enfants qui pleurent, ils n'arrêtent pas de pleurer. Rosette Arassa, amie de la famille Gonzalez. J'étais très triste. Les gens le disaient, on a perdu un rayon de soleil. On est dans un petit village, tout est beau, tout est radieux, c'est la lumière de l'été, l'innocence de l'été, et arrive, comme dans un beau ciel d'été, un orage terrifiant. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'horreur, une jeune fille égorgée, un cimetière, qui a fait ça? En ce début d'été 2019, baigné de soleil, la sidération est totale au sein de la population. Le jour même, l'affaire fait déjà la une de l'actualité. La stupeur dans un village des Pyrénées-Orientales. À Estagel, près de Perpignan, un visiteur qui venait se recueillir sur une tombe ce matin a découvert dans le cimetière de la commune le corps d'une jeune fille de 18 ans. Priscilla, tuée de plusieurs coups de couteau, avait disparu en fin de soirée après le bal des pompiers. À l'heure où radio était